C'est surtout que être entrepreneur, c'est entreprendre au bon moment ou pas. Et en fait, j'ai créé mon entreprise en 2018 et quelques semaines après, je me suis fait agresser par un automobiliste. J'ai perdu pendant très longtemps l'usage de ma main, ce qui n'est pas très pratique quand on exerce un travail manuel. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous! Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Allez Vas-y. Cette semaine, je suis avec une personne qui est artisan, relieuse d'art, et c'est pas un métier très commun. Donc bonjour Cécile, Cécile Coyer est avec nous. Bonjour à tous. Alors, Cécile, pour la petite histoire, Cécile, au départ, et je vais faire un clin d'œil à Stéphane Delbecq, une fois n'est pas commune, qui m'a, en postant des choses, en commentant certains posts que tu mettais, j'ai vu ton métier sur mon fil d'actualité LinkedIn. Et à un moment, il m'a dit, ce serait bien que tu l'interviewes. Et ce qui était drôle, c'est que je t'avais déjà envoyé un message. Ce à quoi tu m'as répondu, je ne sais pas si je suis très légitime, etc. Donc Stéphane a fait un peu le forcing en disant je suis pas d'accord avec toi mais je te laisse y réfléchir, et moi je suis revenu à la charge derrière en disant je suis d'accord avec Stéphane. Et donc on se retrouve aujourd'hui sur le podcast parce que au-delà d'être relieuse d'art de livres, tu as aussi un parcours qui est pas commun, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui a une originalité selon moi, et c'est toi qui vas en parler le mieux. Mais avant de parler de tout ça, on va démarrer par le classique portrait chinois pour commencer à faire connaissance d'une manière un petit peu plus légère. Donc le portrait chinois, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner un mot, et puis Cécile, tu me donneras le premier qui te vient à l'esprit. Et donc on va démarrer tout de suite. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Alors, si tu me dis un lieu, le premier auquel je pense, c'est La Réunion. D'accord. Parce que c'est mon île, c'est l'île de mon enfance, c'est mon identité, c'est ma culture. D'accord. Et même si actuellement je suis en Alsace, ça m'a vraiment forgé dans qui je suis. Ok. Donc tu étais à La Réunion de quel âge à quel âge à peu près ? Toute mon enfance, en fait, jusqu'à après le bac. D'accord. Ok. C'était l'époque où on pouvait pas vraiment faire ses études à La Réunion post-bac. Et donc, je suis partie à 17 ans, juste après mon bac, je suis partie à Lille, l'horreur. Ok. Quelle horreur Lille, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, mon Dieu. Voilà. Petit dépaysement culturel, météorologique. Oui, ça c'est ça, là-dessus on est d'accord. L'avantage c'est que l'île de la Réunion, tu peux te dire que il y a déjà un truc en commun. On va se dire ça. C'est déjà ça, ouais. Voilà, c'est déjà ça. Le deuxième, ça serait si je te parle d'un plaisir gourmand, tu me parlerais plutôt de sucré ou de salé? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur un podcast, mais mon plaisir gourmand, ce serait une bonne bière avec des amis. Mais Donc avec modération, évidemment. t'as 1000 fois le droit de le dire, et donc c'est peut-être l'héritage de cette fois de Lille, non? Peut-être qui fait le... C'est peut-être l'héritage de Lille. C'est quelque chose que je partage aussi avec mes parents, où on aimait bien se boire une bonne bière. Voilà. Ok, ok, mais tu as le droit de le dire, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est bien sûr à consommer avec modération. Voilà, on fait genre, on est une grande station de radio et tout le monde nous écoute, donc on est obligé de passer ce message. Euh, Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ou l'un et l'autre, parce que des fois ça peut être un peu différent. Euh, En fait, le vrai passe-temps qui me ressource, c'est de courir. Mhm, Euh, et plutôt courir dans la nature plutôt que de la route. Donc, je fais beaucoup de trail, mhm. mais plus en compétition parce que j'ai passé l'âge. Euh,
Donc juste pour le plaisir de découvrir des beaux paysages, de ressembler à une gamine quand tu cours dans la neige et que tu fais ouais. Je, je comprends cette sensation. Et est-ce qu'il y a une passion différente de ce passe-temps? Non, pas vraiment. D'accord, ok. Et si je te parle pour la dernière question d'une personne ou d'une personnalité qui compte, qui t'a inspiré, et il peut y en avoir plusieurs, hein, bien sûr, parce que des fois il y a la frustration de dire si je dis un tel et que je dis pas un tel, il va m'écouter, puis il va être frustré, donc vas-y. Alors, c'est une question qui pour moi est très compliquée quand j'entendais la question du portrait chinois, Mhm, je me disais oh là là, les personnes inspirantes, c'est une horreur parce que j'ai pas vraiment d'idée en fait. Je Il y a énormément de gens qui ont compté dans mon parcours, mhm. mais c'est beaucoup des gens inconnus en fait. Mais ça me va Euh, très bien, moi. Tu vois, ça peut être. Moi, je dirais que si. Je vais te faire un clin d'œil, mais si tu me demandes, moi, dans mon parcours, il y a mon entourage familial très proche qui. Enfin, sans eux, je pense que plein de fois, j'aurais abandonné certaines choses. Donc, voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis personne ou personnalité. Et voilà, si tu as envie d'en citer 10, tu peux citer les 10 personnes que tu as envie de citer, il n'y a pas de problème. non, mais en fait, je pense que les personnes qui ont compté pour moi, c'est des gens qui vont avoir certaines valeurs Mhm, qui me parlent, donc des valeurs de travail, d'honnêteté, d'authenticité. Et dans mon parcours, il y a plusieurs personnes qui effectivement m'ont aidé à des étapes un peu clés. mhm, Euh, je vais juste donner deux, trois exemples, mais l'un de mes tout premiers clients quand j'ai créé ma toute première entreprise en mhm, 2009, il s'appelait Jean-François Chiles, enfin il s'appelle toujours mhm, Jean-François Chiles, et alors même que j'ai complètement changé de métier et de voie professionnelle, donc 10 ans après, on reste en contact et il est toujours là dès que j'ai une question pratique, pragmatique sur l'organisation de mon activité, même sur éventuellement des histoires de fixation de prix, etc. mhm. Cette personne va toujours être là, un peu une sorte de figure presque paternelle. Donc voilà. Et la deuxième personne que je voudrais citer, c'est Maurice Salmon, qui est le maître chez qui j'ai appris la reliure et qui, sous ses aspects parfois bourrus, a vraiment toujours été là pour me soutenir dans ce choix, dans cet apprentissage difficile. Et maintenant que j'ai mon activité, qui ne me lâche pas, en fait, qui est toujours là à mes côtés pour m'aider. Ok, donc c'est deux épaules sur lesquelles tu peux t'appuyer quand tu as des questions, quand tu veux prendre un peu de recul et prendre de la hauteur. Et on verra en tant qu'entrepreneur que c'est important de savoir de temps en temps prendre un petit peu de hauteur et de recul et pas toujours à la tête ou le nez dans le guidon, comme on dit. Exactement. Et avant de te laisser parler de ton parcours, j'aimerais poser une dernière question sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour toi, c'est plutôt un background familial, c'est-à-dire mes parents et toute ma famille étaient entrepreneurs, donc c'était dans mon ADN. C'est une volonté de toujours, même s'il n'y avait pas le background, ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée à toi et tu l'as saisie. Alors, c'est pas du tout un background familial. Mes parents étaient dans la fonction publique. Et au contraire, quand j'ai démissionné de mon tout premier CDI et que j'ai annoncé à mes parents, salut, je vais créer une entreprise, ils m'ont vraiment pris pour une cinglée. Mais, euh, mais je pense que malgré tout, ça a toujours été là, pas dans le sens de créer une entreprise, mais dans le sens de créer mon métier. Ok. D'accord. C'est quelque chose que tu avais en toi et que tu ressentais sans, effectivement, comme tu le dis, avoir la capacité de dire c'est la volonté de créer une entreprise, mais au moins ton métier. En fait, c'est plus le côté, j'ai envie de faire quelque chose, si ça n'existe pas dans une case, bah, je vais la créer. Ok, d'accord. Ok, oui, donc il y a cette vraie volonté d'entreprendre avant même de penser à entrepreneuriat. Il y a au moins le fait d'entreprendre et de créer quelque chose. C'est ça.
Ok. Eh bien, écoute, Cécile, je vais te laisser nous expliquer un petit peu ton parcours, de où tu as démarré et quelles ont été tes études et qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à penser à devenir artisan et reliesse d'art. Alors, comme tu le disais, mon parcours est pour le moins atypique. En fait, j'ai j'ai commencé par avoir une vie professionnelle extrêmement intello, en fait, Mhm, intello de base. C'est-à-dire que pour mes études, je suis partie donc à Lille, j'ai fait Sciences Po à Lille. mhm, Je me suis spécialisée ensuite dans les affaires européennes en faisant un master à Bruxelles en alternance. Et donc, j'ai travaillé dans les affaires européennes pendant 15 ans, euh, en y faisant à peu près tout ce que je pouvais rêver de faire. C'est-à-dire que j'ai fait du lobbying en travaillant pour une association. J'ai travaillé à la Commission européenne en stage au cabinet de Michel Barnier. J'ai fait du conseil aux entreprises, aussi bien en chambre de commerce qu'en tant que consultante indépendante. Et ensuite, j'ai fait de la communication au Parlement européen. Donc, en fait, j'ai eu une sorte de panorama de tout ce qu'on pouvait faire dans les affaires européennes. Et fin 2014, après une année assez compliquée au Parlement européen pour deux raisons. D'une part, c'était euh, année électorale, donc mhm. j'avais vécu une campagne électorale et même si on est dans l'administration, ça reste des moments assez prenants, assez chronophages. Euh, mais également, à titre professionnel, j'avais ma charge de travail qui avait triplé pour différentes raisons. Mhm. Et je me suis rendu compte que ça faisait à peu près 2 semaines que je ne m'étais pas arrêtée sur le petit banc qui est face à l'eau, en bas du bâtiment du Parlement européen à Strasbourg, pour simplement admirer la chance que j'avais de travailler dans cet endroit. Et donc, ce jour-là, j'ai annoncé à mes supérieurs que je démissionnais. Ok. Voilà. Parce que simplement, je ne pouvais pas m'imaginer devenir aigrie et juste faire ce boulot comme n'importe quel autre taf. Donc j'ai quitté le Parlement européen le 31 décembre 2014 en mode c'est bon, j'ai j'ai fait tout ce que je pouvais rêver de faire dans ce domaine-là. Je vois pas ce que je peux faire de mieux ou de plus palpitant, etc. Je vais me reconvertir. Mais j'avais aucune idée de, de reconversion. Ok, juste avant de continuer là-dessus, moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Tu as parlé de lobbying à la Commission européenne pour une association. Je sais que ce terme est très utilisé aux États-Unis et que ça fait partie presque des institutions. En France, on a un peu de mal avec ce mot-là et on ne comprend pas toujours ce que c'est. Est-ce que tu peux juste faire une petite parenthèse sur cette approche-là pour qu'on sache un petit peu enfin, en quoi ça consiste. Oui, alors si je prends juste moi ce que je faisais pour l'association, en gros, c'était une association européenne de défense des droits de l'homme, donc c'est la FIDH Mhm, à eux, donc la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et mon rôle était simplement d'alerter la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sur des problématiques liées euh, aux situations concrètes de droits de l'homme, qu'il s'agisse de demandes de droits d'asile, d'immigration, euh, de droits des personnes incarcérées, etc. Donc, le d'accord. rôle de lobbying là-dedans devrait être perçu plus comme une sorte d'alerte des Mhm. institutions sur les situations concrètes vécues sur le terrain. D'accord, ok, oui, donc c'est effectivement plus lanceur d'alerte entre guillemets que je fais du lobbying pour qu'on achète tel ou tel produit ou qu'on valide telle ou telle loi pour que ça m'aide moi en tant qu'entreprise, parce qu'effectivement il y a différentes approches dans le lobby. En fait, au niveau européen, les institutions ont justement une approche un peu différente de celle de la vision étriquée qu'on peut avoir au niveau français, Mhm, dans la mesure où
au niveau européen, forcément, euh, on est loin du terrain. Donc, ils ont besoin de ces retours terrain, qu'il s'agisse de ceux d'associations, qu'il s'agisse d'entreprises, pour comprendre exactement la réalité. Euh, pour donner un exemple tout simple, un nouveau texte vient d'être voté au Parlement européen sur les droits des travailleurs indépendants. Mhm. Les parlementaires ont entendu beaucoup de travailleurs indépendants pour comprendre leurs problématiques. Eux ne peuvent pas la sucer de leur pouce. Ils Bien n'ont sûr. jamais fait ça de leur vie. Mm. Donc, ils ont besoin de ce retour terrain. Donc, le lobbying, il est aussi à comprendre comme essayer d'entendre les différents intérêts qui peuvent coexister dans une société, qui peuvent être des intérêts économiques, associatifs, enfin, voilà, divers, c'est Ok. varié. Ok. Et c'est plutôt une bonne logique qu'on peut même s'appliquer en entreprise en se disant quand on commence à avoir un peu de hauteur dans son entreprise, des fois on est peut-être coupé du terrain. Donc cette forme de lobbying-là, elle a un vrai intérêt. Et je pense qu'effectivement en France, j'ai l'impression qu'on a quelques parlementaires qui devraient utiliser un petit peu cette méthode de temps en temps avant de valider certaines choses. Moi, je voulais aussi revenir avant de parler de ta démission et entre deux, ce que tu as passé un peu vite, mais tu as créé ton entreprise pendant que tu étais au Parlement européen, si je ne me trompe pas. Tu es devenue consultante indépendante à un moment. En fait, c'était avant le Parlement européen. D'accord. En gros, en, de, de 2004 à 2009, je travaillais Mhm. à la Chambre de commerce et je faisais du conseil à des entreprises sur toutes les réglementations européennes. Et à ce moment-là, est entrée en vigueur une réglementation chimique qui s'appelle REACH, Mhm. sur laquelle je me suis spécialisée progressivement. Et il y avait énormément de demandes de petites et moyennes entreprises qui n'y comprenaient rien. C'est un texte de 500 pages, extrêmement ardu, avec des obligations diverses et variées pour toutes les entreprises, celles qui fabriquent des substances chimiques, celles qui les utilisent. Et donc, il y avait énormément de demandes de compréhension. Qu'est-ce que je dois faire? Sauf que, en tant que conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, je ne pouvais pas faire du conseil. Je pouvais donner de l'information gratuite, mais il y avait une sorte de limite. Et il n'y avait personne sur le marché à l'époque capable de faire ces explications réglementaires. Et donc, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir justement apporter ce conseil réglementaire à des entreprises pour leur dire, ben voilà, euh, ta fiche de données de sécurité, légalement parlant, elle doit ressembler à ça. D'accord, donc ça veut dire que ta première opportunité, ta première création d'entreprise, elle s'est faite par un besoin qui a été identifié par toi et de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que de prendre ce statut-là, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord, Et ok. en fait, j'ai arrêté cette entreprise parce que en 2011, le Parlement européen m'a appelé suite à un concours que j'avais réussi 5 ans auparavant en me disant, «Eh, on a une place pour vous.» Et comme c'est le genre d'opportunité qu'on ne peut pas euh, Laissez ignorer, passer, ouais. voilà, donc j'ai fermé mon entreprise et je suis allée au Parlement européen, sachant en plus que dans l'intervalle, il y avait d'autres structures s'étaient créées et pouvaient accompagner les entreprises, donc le besoin se faisait moins pressant. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fermé assez facilement ma boîte pour moi saisir une autre opportunité. Ok, donc on referme la big parenthèse, mais ça c'est mon côté à moi, j'aime bien aller creuser deux, trois trucs. On se retrouve au moment où tu démissionnes du Parlement européen parce que tu vois plus les canards dans le petit lac devant le Parlement européen. Euh, Juste parce que des fois c'est une question qui peut venir aux auditeurs, aux auditrices. Au moment où tu démissionnes, quelle est ta situation familiale, personnelle, pour savoir un petit peu si c'est un énorme risque que tu prends et tu sautes complètement dans le vide, il y a au moins une ressource à la maison ou pas du tout. Enfin, c'est toujours intéressant de savoir comment on arrive à prendre des décisions par moment et quel est le support derrière. Alors, ma situation familiale à l'époque était, j'avais un enfant en Mhm. bas âge et un mari qui était salarié. Euh, J'avais un gros avantage
qui était que pendant mes années au Parlement européen, même si je gagnais extrêmement bien ma vie, Mhm. j'avais continué à avoir un train de vie de smicarde de l'époque de mon ancienne entreprise, Bien joué. ce qui fait que j'avais mis de l'argent de côté et que j'avais également le droit à du chômage de la part du Parlement européen D'accord. pendant quelques temps qui me permettait d'avoir une sorte de sécurité, entre guillemets, Oui. le temps de réfléchir à une reconversion. Ok. Et donc, cette reconversion, elle passe par quel chemin quand tu démissionnes? T'as des idées déjà? Alors non, quand je démissionne, j'ai zéro idée, euh, si ce n'est que ce sera probablement pas dans les affaires européennes parce que j'ai fait le tour. D'accord. Euh, Par contre, ce que je veux, c'est prendre mon temps, prendre justement le temps d'explorer euh, plein de pistes et faire ceux auxquels j'aurais pas nécessairement pensé avant. Et courant janvier, je fais un stage de reliure un peu par hasard parce qu'il y avait de la lumière, hein, en gros. C'est une bonne idée. Et en entrant dans cet atelier, alors que j'ignorais complètement jusqu'à l'existence du métier, je tombe en admiration devant ces outils qui semblent venus d'un autre temps, ces Mhm. gestes complètement surréalistes, et également sur ma propre capacité à faire quelque chose. Ce que tu veux dire, c'est que tu es rentré dans un atelier et tu as fait aussi? C'est ça. Je suis D'accord. rentrée dans un atelier de reliure pour 2 jours faire un découverte de la reliure Bradel. Je savais même pas ce que c'était la reliure. Et alors la reliure Bradel, encore moins. Mais Ok. je suis repartie avec un carnet. Et c'était D'accord. moi qui l'avais fait. Et il était vachement beau. Ok. Et suite suite à ça, j'ai donc Maurice Salmon, euh, l'artisan chez qui j'avais été, me dit bah écoute, il y a une formation pour apprendre la reliure si ça te dit. Bon, pourquoi pas, hein. J'ai Mhm. du temps, j'ai un bilan de compétences qui est en cours, Mhm. euh, let's go. Et donc je commence la formation un peu pour juste découvrir quelque chose de nouveau à l'origine sans même imaginer pouvoir en faire mon métier. Progressivement, euh, l'idée me vient en tête que ça pourrait être bien d'apprendre pour faire connaître ce métier. Ok. Dans la mesure où je me rends compte que dans mon quartier, il y a plein d'artisans d'art, mais qu'ils sont des nullissimes en com. C'est des gens dont on n'entend jamais parler et c'est réservé à un cercle ultra restreint de passionnés, de collectionneurs qui vont les connaître. Et je me dis peut-être que je pourrais faire ce que moi je sais un peu faire pour les mettre en lumière. Et que le moyen d'être un peu légitime pour les approcher, ce serait de connaître un peu un de leurs savoir-faire. Donc au départ, j'entame la formation dans le but juste de connaître, de découvrir un métier, un milieu de l'artisanat d'art et ensuite pouvoir apporter mes compétences. Et je vais te poser une question que j'aurais aimé poser un peu plus tard, mais je vais la poser là. Est-ce qu'il y avait une volonté pour toi aussi de peut-être reprendre confiance en ta capacité de faire? Je m'explique. On dit souvent, de plus en plus d'ailleurs, il y a des grosses études là-dessus, sur les neurosciences et ainsi de suite, qu'on conseille même à des fois des grands dirigeants qui sont un peu dans le doute, qui sont un peu en questionnement, ou des cadres dirigeants ou ainsi de suite, quand ils vont pas bien, d'aller faire avec leurs mains, puisqu'a priori on est conçu depuis la nuit des temps sur le fait que nos mains, elles servent à faire et qu'elles sont reliées au cerveau, et quand elles ne font plus et qu'elles ne fabriquent plus, comme de la cuisine, comme du jardinage, comme faire des sabots, fabriquer des choses avec les mains, on perd de la confiance. Et toi, tu étais dans un métier très intellectuel et tu bascules vers des choses où tu fais. Est-ce qu'il y avait cette envie-là aussi de reprendre un peu contact avec les mains? Alors oui et non.
Mhm. Euh, En fait, ce n'est pas reprendre contact puisque je n'avais jamais rien fait de mes mains. D'accord. Merci, je comprends le oui et non. C'est-à-dire que j'ai jamais imaginé une seconde pouvoir faire quelque chose de manuel. Je me souviens même de la réaction de mes proches les premières fois où je leur ai dit que j'allais faire de la reliure. Ils ont dit, mais jamais toi, quoi. Enfin, Tu vas le faire faire. euh, par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, la satisfaction de produire quelque chose, de fabriquer quelque chose et de voir que c'est sorti de toi, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant euh, et justement qui beaucoup plus concret que à la fin d'une journée de bureau où tu peux juste te dire bon bah c'est cool, j'ai fait une conférence, j'ai fait 3 posts ou autre, quoi. Oui, non, mais je comprends. En plus, si quand tu me parles des notes de la Commission européenne de 500 pages sur des trucs où personne ne comprend rien, je veux bien imaginer que par moment, cette perte de sens, elle est importante et on en a énormément parlé avec le Covid. Donc oui, je comprends à 100% ce que tu dis. Donc voilà. Ok. Et donc, tu commences cette formation dans l'objectif, tu me le confirmes, hein, c'est plus une question qu'autre chose, dans l'objectif d'accompagner un peu cette idée d'accompagner ces artisans qui ont un vrai savoir-faire, de pouvoir les mettre en lumière. C'est ça ton objectif au départ? Exactement. D'accord. C'est-à-dire que dans un coin de ma tête, je me dis j'ai une sorte de honte Mhm. de n'avoir jamais connu ces métiers. Et en Ok. même temps, en en parlant autour de moi, personne ne connaît ces artisans, personne ne connaît ces métiers. Parce que je suis dans un milieu, comme dit, assez intello, euh, c'est pas trop nos problématiques. Et je me dis, si je ne suis pas la seule à ignorer que ces métiers existent, peut-être que je pourrais les mettre en lumière. Euh, donc, moi, j'apprends ce métier chez cet artisan. En parallèle, je continue à travailler, à donner des cours à l'université dans mon ancien domaine de compétences, donc sur les Mhm. affaires européennes. Euh, et progressivement, l'idée fait un petit peu son chemin que, de manière très prétentieuse, je pourrais aussi en faire mon métier. Quelle prétentieuse, alors vraiment. Mais non, mais parce que tu dis, je suis pas du tout manuel et en même Mhm. temps, j'ai quand même envie de montrer ce que je fais moi. Mais bien sûr, ça se comprend. Et quand tu fais cette formation, tu te formes vraiment dans le but d'obtenir un diplôme et d'avoir un vrai savoir-faire ou au démarrage, c'est vraiment je fais la formation, ça me permettra d'approcher des artisans. Alors, dès le début, la formation est une formation pour se préparer au CAP Art de la reliure dorure. Ok, Après, je mets pas mal de temps à me sentir capable d'effectivement passer le diplôme. Euh, C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui est compliqué. T'as l'impression que tu ne sais pas faire un angle à 90 degrés, que rien n'est jamais d'équerre, que tu coupes pas droit, que tout le monde comprend 10 fois plus vite que toi. Et la grosse problématique de la reliure, c'est que tout est réversible. Résultat, à un moment, par exemple, je pouvais défaire dans la semaine à peu près 100 fois la même couture parce qu'elle n'était pas parfaite. d'accord, Donc, je mets un peu de temps avant de vraiment me sentir capable de passer le diplôme. d'accord. Mais je passe mon CAP assez fièrement en 2017. Euh, c'est d'ailleurs le diplôme dont je suis vraiment la plus fière parce qu'il est complètement éloigné de tout ce que j'ai jamais imaginé faire. Et quand tu passes ce diplôme, dans ta tête, il y a l'idée de dire, là, tu en es arrivé au point de dire, je vais quand même en faire mon activité, ou tu es encore un peu dans ce schéma, maintenant j'ai le savoir-faire, je vais pouvoir approcher les autres. Non, quand je passe le diplôme, je sais que je vais en faire mon métier. D'accord, ok. Tu sais tu te souviens s'il y a un moment de point de bascule où tu dis je veux plus faire ce que j'avais dit, aller approcher d'autres artisans, ou c'est tout au long, ça s'est construit et puis à la fin tu dis quitte à avoir le diplôme, autant en faire mon activité. En fait, le point de bascule, il est au moment où je m'inscris pour passer le CAP. Ok.
Au moment où je décide de passer le diplôme, ça veut dire que j'assume que j'aurai les qualifications pour exercer le métier. Ce qui ne veut pas dire que j'en oublie la partie de mettre en lumière les autres, même si évidemment, maintenant que j'ai mon atelier, je parle plus de moi que des autres, on est d'accord. Mhm. Normal. Mais ça reste quand même dans un coin de ma tête. Ok. Euh, Ok. Et quand tu as ce diplôme, c'est quoi les étapes qui suivent? Parce qu'on imagine bien qu'une fois que tu as le diplôme, bah, il faut imaginer avoir un lieu où tu vas pouvoir travailler. Il va falloir imaginer le fait de faire connaître ce métier, parce que comme tu l'as dit, bah, moi aussi, je vais te partager le fait que c'est des métiers que je découvre au fur et à mesure par des discussions avec certaines personnes, mais pendant longtemps, c'est resté un petit peu très éloigné de enfin, de mes connaissances, quoi. En fait, quand je passe le diplôme, donc on est en juin 2017, il y a deux choses qui vont se bousculer dans ma tête. C'est-à-dire, à la fois, je donne des cours à l'université. Donc, j'ai besoin de ces heures de cours parce que je n'ai plus droit au chômage européen. D'accord? Euh, et en même temps, je me sens pas encore complètement capable de me lancer. Donc, je me laisse quelques mois pour faire la rentrée universitaire, commencer mes cours correctement et en parallèle, euh, déterminer est-ce que je veux faire plutôt de la papeterie, quel type de client je veux avoir, etc. Et donc, je crée officiellement mon atelier début 2018. Donc, je me laisse, ouais, on va dire 7-8 mois de latence entre mon diplôme et la création de mon atelier, sachant que mon tout premier atelier, il est chez moi, dans une petite pièce de mon appartement, Ouais. qui va vite ressembler à du Tetris, parce que justement, si tu as vu mes posts LinkedIn, Oui. on a un peu du matériel un peu gros, un peu lourd, qui ne rentre pas dans un appartement en étage. Légèrement de ce que j'ai vu. Et effectivement, ça fait partie du cœur de ma question, c'est que au moment où on se dit on s'installe, les outils que tu utilises, c'est pas n'importe quel outil, j'imagine. Et surtout, si on prend l'exemple de la presse, et on parlera de pourquoi elle s'appelle Josette, donc la presse s'appelle Josette, quand tu dois investir dans une presse comme celle-là, c'est chez qui on se fournit, et j'imagine qu'il doit y avoir un coût au démarrage qui ne doit pas être neutre. Alors, le gros avantage, c'est que durant tout mon apprentissage, j'ai commencé à investir dans du matériel pour pouvoir justement travailler de chez moi. Ok, Euh, donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on achète très, très progressivement. Josette, je ne l'ai acheté qu'en 2020, par exemple. d'accord, ok. Donc, au début, on fait avec plus petit. Mhm. Dans tous les cas, tout le matériel, enfin, 99% de mon matériel a été acheté sur un site qui commence par le et qui finit par ouin. Euh, Il y a bon quelque part dans le truc. ouais. Ok. Et en fait, on trouve énormément de matériel en seconde main, Ouais. soit par des artisans qui partent à la retraite, soit par des amateurs qui vont se séparer de matériel. Et donc, en fait, rien n'est acheté neuf. Par contre, ça a un coût qui est certain. Ouais, je veux bien imaginer. Enfin, si je prends l'exemple de la presse, quand je vois le type de matériaux et autres, et bah, il y a une forme d'histoire dedans, je veux bien imaginer qu'il y a un coût derrière non négligeable. Alors, étonnamment, Josette est sans doute l'un des matériels les moins chers Ah bah, euh, au Josette, elle me kilo. trompe. Ah, au kilo. Euh, Au kilo, on va dire, D'accord. de mon atelier. Dans la mesure, non, mais pour une raison toute simple. Josette, elle est immense. Mhm. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue sur mes posts, elle fait 2,40 m de haut, Ah oui, euh, ok. 1,50 m de large. Et en fait, elle est tellement immense que elle est très difficile à vendre parce qu'elle est très difficile à rentrer dans un atelier. Ok. Donc Donc Josette, les gens qui la finalement, vendent, ils veulent s'en débarrasser, quoi. bah, disons que finalement, par rapport à une presse à percussion classique, Mhm. on va dire qu'une presse à percussion classique sur un site de seconde main, ça va être entre à partir de 1 500 euros, on en Mhm. trouve des pas trop mal.
Josette, je l'ai payé 1 euro le kilo, quoi. D'accord, Elle fait à ok. peu près une tonne. Ok, ok, d'accord, j'ai capté. Oui, donc des investissements, mais que tu as étalés, et ce qui fait que la charge, elle est moins importante pour ton entreprise. Exactement. En fait, il y Ok, a beaucoup de choses où on fait au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, en fonction de sa place, en fonction des opportunités. Si un relieur décide de prendre sa retraite, on va lui racheter tout son stock, même des choses d'accord. dont on n'a pas forcément besoin. Au contraire, il y a des choses qu'on peut décaler dans le temps. Et moi, j'ai vu qu'à un moment, tu marquais, je suis pas restauratrice. Et est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est la différence entre restauratrice et relieuse d'art? Oui, en fait, en, en reliure, on apprend à réparer des petites déchirures, des petits manques, etc. En restauration, on va travailler sur des ouvrages très anciens, 16e, 17e, etc. Et on va les faire dans certaines règles très spécifiques en fonction des matériaux utilisés à l'époque. Et moi, j'ai pas cette compétence-là de restaurer un ouvrage du, du 16e siècle, simplement parce que je ne maîtrise pas toutes les colles, toutes les types de teinture, de cuir utilisés à l'époque. Donc, c'est deux spécialisations à part. Moi, je vais réparer certains livres, mais par exemple, il peut m'arriver, selon le choix du client, Mhm. de réparer un livre et d'en faire quelque chose de complètement funky. Ok, Alors qu'en restauration, on doit réparer à l'identique. ok, d'accord. Oui, c'est comme quand on est sur une toile qui est un peu abîmée, ils vont devoir remettre les couleurs comme avant, etc. Ils peuvent pas venir modifier la toile. C'est ça. Alors que Voilà. moi, je peux. Je je peux mettre un gros tag au milieu, ça passera. Et justement, qui sont les gens qui font appel à toi et pour quelles raisons? Comme ça permettra peut-être aux gens qui écoutent le podcast de se dire: «Tiens, ça me donne une idée». Alors, mes clients sont essentiellement des particuliers Mmh. et des gens qui vont me confier des livres auxquels ils tiennent. C'est-à-dire des livres qui n'ont pas forcément une grande valeur financière ou pécuniaire. Mmh. Mes clients sont généralement pas des collectionneurs, par exemple, mais ils vont me confier le livre de cuisine de leur grand-mère. Euh, Par exemple, là, je travaille sur l'éducation sentimentale de Flaubert, qui m'a été donnée par un de mes clients. C'est une édition de 1922. Mmh. Et en fait, 1922, c'était la date de naissance de ses parents, de ses deux parents. Et en Waouh! fait, il veut faire réparer, relier ce livre pour ensuite pouvoir l'offrir à ses propres petits-enfants en disant, tiens, celui-là, il date de la naissance de tes arrière-grands-parents. Donc, c'est plutôt des livres qui vont avoir une histoire familiale, une histoire sentimentale, que des livres qui auraient une grande valeur. Euh, je travaille aussi, par exemple, sur... en fait, c'est souvent des petites histoires, genre une de mes clientes, sa mère a retrouvé le mémoire de maîtrise donc, que ma cliente avait écrit en 1992. Waouh! Tu sais, à l'époque où on n'avait pas trop Word, où la mise en page était un peu à la one again. C'est ça. Et donc sa mère lui a ressorti et elle a voulu la jeter. Sa mère a fait non, il en est hors de question. Et en plus, effectivement, son mémoire, il fait 500 pages en Ah oui. allemand. Enfin, Oh. et donc ma cliente est venue me voir en me disant, bah, comme ma mère y tient, fais-lui une belle reliure, comme ça je lui offre pour son anniversaire. Donc voilà, je travaille surtout sur des livres qui ont une valeur plus, ouais, émotionnelle. OK. Et donc effectivement, moi, j'ai bien capté cette approche-là. J'ai trouvé, pas mal un post que tu avais mis sur LinkedIn d'une, cliente qui voulait faire, relier, son, Seigneur des Anneaux, si je me trompe pas. Et après elle a repris des livres de poche qu'elle t'a demandé de, entre guillemets, «de customiser». Mais effectivement, le livre de poche de ce fait-là, enfin, il prend une valeur quand on voit l'aspect final, il est magnifique, quoi. On a l'impression que c'est un livre tiré d'une bibliothèque de 1920 ou un truc comme ça, quoi.
Mais en fait, cette cliente-là, c'était assez drôle parce qu'elle était venue chez moi à l'origine juste pour réparer son Seigneur des Anneaux qui est dans une belle édition. Mhm. Et, euh, et donc, moi, je lui dis très sincèrement, oui, je peux te faire une restauration à l'identique sans problème. Mais je lui explique que mon approche, elle est plutôt de faire de la création, de m'éclater. Mais c'était juste pour présenter ma manière de faire. Évidemment que je lui aurais fait sa restauration à l'identique. Et donc, je lui fais son devis pour la restauration. Et puis, à la fin de la discussion, il me fait, mais quand tu parles de création, ça veut dire que on pourrait... Je dis, bah oui, on peut. Je peux te faire graver une plaque avec le monogramme de Tolkien. Je peux... et même tes livres de poche, si je les surjette, je peux en faire une reliure ultra solide, pas de problème. Et donc, elle est revenue, elle, avec toute la série de Tolkien. OK. Alors moi, il y a un sujet voilà, qui me titille. Je vois que tu maîtrises bien la communication et que tu fais des choses. D'ailleurs, je mettrai des liens dans les notes du podcast parce que tu as un métier, quand tu le montres en vidéo, c'est un peu hypnotisant. Tu vois, j'ai un partenaire, un autre client qui fait lui de la broderie avec, donc c'est une machine, hein, mais pareil, quand je regarde la vidéo, tu es un peu comme, je vais presque dire le mauvais mot, mais tu es un peu comme un débile devant ton écran et t'arrives pas à lâcher. Tu vois, c'est un peu. Et moi, quand je regarde les vidéos que tu as faites là où bah, on a presque envie de dire je veux aller jusqu'au bout, je veux voir ce que ça donne. Et encore une fois, on est dans la création. Et dans ces vidéos, plusieurs fois, tu parles de Josette, de Bernadette, tout ça. Explique-nous un petit peu d'où ça vient, pourquoi Josette, pourquoi Bernadette. Pas pourquoi les prénoms, mais qu'est-ce qui fait que tu as donné des prénoms à tes outils? Euh, le jour où tu portes un truc de 1 tonne, tu lui donnes un prénom. Aussi simple que ça. Quand tu Ok. galères pendant... pour Josette, par exemple, on a galéré 3 heures à deux pour la faire rentrer avec une petite marche, etc., Wow. dans mon atelier. Puis 10 clients du resto voisin sont venus m'aider à la soulever. Ah, génial. Forcément, les nuits de stress avant pour savoir si tu as bien pris tes mesures, qu'elle rentre, etc., Mhm. forcément, elle a un nom. Ok. Euh, Et après, de ce fait-là, tu donnes un nom à tous les autres outils, c'est ça? ben, en fait, la plupart de mes outils ont un nom, effectivement, mais c'est souvent parce que à un moment, j'ai dû les porter. Mhm. Euh, ou alors, à un moment, ils m'ont bien sauvé la mise. Donc, par exemple, mon chauffage, il s'appelle Marcel, hein, parce que je chauffe Marcel et que, J'aime et que bien. quand il fait 12 degrés dans l'atelier, t'es content qu'il soit là. Ouais, j'imagine. Voilà, je me sens un peu moins seule dans mon atelier. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, ce que tu as créé aujourd'hui, c'est une vraie activité. Tu es entrepreneur. Moi, je tiens à rappeler aussi qu'être entrepreneur, allez, je vais mettre trois grandes catégories. Il y en a plein qui me diront qu'il y en a d'autres, mais l'entrepreneur, souvent, quand on est dans des domaines comme le tien ou comme le mien, où on n'est pas très nombreux, bah, il y a faire. Il y a organiser toute la stratégie et autres, et il y a vendre aussi. Et moi, j'aimerais avoir un peu ton feedback sur bah, le fait que tu sois dans un métier où c'est beaucoup de faire, tu es beaucoup en train de faire dans ton entreprise, mais tu parlais la dernière fois sur un de tes postes de la comptabilité, etc. Et puis, bah, pour pouvoir faire et pour avoir de la comptabilité à faire, bah, il faut vendre, hein, forcément, parce que sinon, si on fait rien rentrer, on fait rien, on n'a rien à faire et on n'a pas de comptabilité à faire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, c'est quoi ton quotidien, peut-être en termes de répartition, et surtout les petits trucs que tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un métier où il y a beaucoup de faire, mais il faut quand même organiser, il faut quand même vendre. Alors, mon quotidien, déjà, mes semaines sont vraiment réparties sur 2 moments très particuliers, puisque 2 jours dans la semaine, j'ai des élèves. D'accord. Puisque je fais de la formation professionnelle et des cours de reliure. Mhm. Donc, ces 2 jours-là, en général, je suis en train de courir partout pour essayer de corriger tel geste, donner telle instruction, etc. Sur les autres jours de la semaine, euh, on va dire que toutes mes journées, c'est du faire. Par contre, j'ai systématiquement en tête des aspects de qu'est-ce que je vais pouvoir communiquer, à quel moment je peux faire une photo, une vidéo. Là, tu parlais
des vidéos que je poste, mais je sais exactement qu'est-ce que je dois filmer, quand, et ça reste toujours dans un petit coin de ma tête pour que justement cette activité-là ne me prenne pas de temps. OK. Oui, mais c'est en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que, je vais utiliser un terme anglais parce que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin, c'est plus simple à le résumer comme ça, mais c'est comme quand on dit: «J'ai pas le temps de cuisiner», bah, on te conseille de faire du batch cooking, c'est-à-dire, par exemple, le dimanche, en fin de journée, tu fais, 5 repas en même temps, en pensant à faire, ton poulet que tu vas mettre dans 2 trucs, en pensant à faire des légumes que tu vas mettre dans 2 autres. Toi, ce que tu fais, c'est que tu te dis: «Je vais faire ma communication en faisant du batch travail» entre guillemets, c'est-à-dire que, pendant que tu travailles, tu fais ta communication et tu prends pas un temps supplémentaire. Tu te gagnes du temps grâce à ça. Exactement. Là, pour te donner un exemple, je sais que je dois finir de couvrir mon livre, donc je me dis par exemple, je vais filmer telle étape pendant 10 secondes, telle étape, Mmh. et je refais aucune prise parce que mon métier n'est pas de faire des vidéos ou des Ouais. posts. Enfin, si le soir quand je regarde, c'est moche, c'est pas grave. Oui. OK. Non, mais je supprime. Ouais, J'ai... je comprends, je comprends. T'inquiète pas là-dessus. Sur la partie vidéo, je mets un peu les mains dedans et je suis hyper exigeant avec moi-même, donc je comprends l'idée de supprimer quand c'est pas beau, voilà, on Mais c'est supprime. surtout que, en fait, moi, je refuse par contre de perdre du temps dessus. D'accord, OK. Euh, Dans la mesure où j'estime aussi que si je fais une communication trop léchée, entre guillemets, Mmh. les gens vont croire que je suis sais faire ça super bien, etc. Et je vais me mettre tellement la pression que je publierai plus jamais rien. Ah, c'est une très bonne remarque et là où tu as raison, c'est que, LinkedIn, des fois, a tendance à être un petit peu, le paradis, le monde des bisounours dans certains cas. Donc c'est pour ça que les coms qui marchent aujourd'hui, c'est celles qui sont un petit peu, disruptives, celles qui viennent dans le dire, «J'ai merdé» entre guillemets, hein, voilà pour le dire très, très vulgairement. Mais il y a de plus en plus de coms qui marchent bien parce qu'on a tellement de coms pour dire: «Je fais tout très bien, je fais tout très beau», tu as raison, enfin, ça donne un côté, pas réaliste des métiers que les uns et les autres font. Mais c'est surtout que j'avais l'année dernière, je m'étais dit, ah, il faudrait quand même que mon feed Instagram soit beau. Parce que c'est vrai que quand tu vois certains profils, tu dis, waouh, j'ai essayé, hein. Je n'ai rien publié pendant 4 mois. Ah bah oui, ah bah c'est comme ça il est beau, il y a rien. Ouais. Et il y a un moment, je pense qu'il faut accepter, Mmh. justement, si des gens écoutent, qu'il faut juste accepter d'être comme on est. C'est-à-dire, Mmh. bah, ma com, elle est comme moi. Je publie une fois de temps en temps quand j'y pense, et comme j'y pense, et tant pis, il est pas parfait, ça plaît pas à l'algo ou, enfin, ça plaît à l'algo ou pas, bah c'est pas grave. Ouais, C'est c'est toi en fait, c'est toi. et donc j'essaye juste sur les parties, voilà, administratives, compta, etc. Pour finir sur l'organisation. Mmh. Moi, je me bloque un mercredi matin par mois, D'accord. où vraiment je fais toute la partie administrative chiante. Mmh. OK, mais c'est une très, très bonne organisation et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que, c'est vraiment le genre de sujet sur lequel, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui soit se cassent les dents, soit font l'administratif à chaque fois qu'il arrive et moi le conseil c'est sauf si c'est, une relance, pour la 20e fois d'une facture ou que c'est un truc de l'administration qui vous dit: «Faut payer dans les 3 jours». Sinon hormis ça, je suis d'accord avec toi, il faut le structurer pour éviter d'être mangé tous les jours par des pseudo-urgences ou des pseudo-priorités. C'est ça. Mmh. Et moi, je voulais revenir aussi, puisque être entrepreneur, c'est aussi, un parcours de vie. Tu l'as partagé, sur, certains posts, tu as été victime d'une agression et elle a eu des conséquences sur, toi en tant que personne, forcément, mais aussi sur ton activité et bah, si tu veux bien nous en parler un petit peu de manière résumée pour nous expliquer ce qui t'est arrivé. Parce que, encore une fois, être entrepreneur, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas, malheureusement. C'est surtout que être entrepreneur, c'est entreprendre au bon moment ou Mmh. pas. Mmh. Et en fait, j'ai créé mon entreprise en 2018, Mmh. et quelques semaines après, je me suis fait agresser par un automobiliste, euh, et j'ai perdu pendant très longtemps l'usage de ma main, ce qui Waouh. n'est
pas très pratique quand on Non. exerce un travail manuel. Et ta main gauche, ta main droite, et tu es droitière, gauchère Alors, ma main gauche, et je suis parfaitement ambidextre, mais Ouf. Ouais. plus gauchère que ambidextre. Oh là là là. Ok. Ok. Ouais. Donc voilà. Après, euh, en fait, j'ai eu, en gros, pour faire court, j'ai eu 6 mois avec zéro sensation à part des douleurs. Et j'ai eu 2 ans de plâtre, 2 opérations. Donc, malgré tout, tu arrives à apprendre à travailler à une main ou une main et demie. Ça t'oblige aussi à réfléchir autrement tes gestes. Ça permet en fait de progresser, mine de rien. Je m'en serais bien passé. Ouais, je me doute. Je me Et, doute. et c'est clair que quand en 2020, en fait, pendant que tout le monde était confiné, moi, je pleurais d'émotion et de joie de, pour la première fois, pouvoir porter une casserole de la main gauche, euh, parce que je venais Ouais, enfin ouais. de retrouver l'usage de ma main. Et c'est vrai que depuis 2020, depuis que je peux utiliser de nouveau presque intégralement, parce qu'il y a des choses que je peux quand même pas faire, Mhm. euh, mes 2 mains, c'est quelque chose. En fait, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est important. Oui, c'est clair. Et en charge mentale, je suppose que ça doit être horriblement mangeur, parce que on le sait aussi, hein, on n'en a pas parlé dans le faire organiser et vendre, mais euh, être entrepreneur, il y a une charge mentale énorme, parce que bah, l'avenir est jamais sûr, etc. J'ai été salarié pendant 18 ans, donc je peux en parler. Je me posais pas la question du lendemain, parce que voilà, le salaire du lendemain, on est malade ou on va travailler, il tombe. Quand on est entrepreneur, on est malade ou autre, le salaire il tombe pas. Et là, j'imagine qu'en charge mentale, en plus du fait que tu as vécu une agression, donc c'est quelque chose de jamais facile à traiter. En plus, je suppose que cette main immobilisée a dû régulièrement te le faire revenir en charge mentale. Ben, il y avait effectivement l'aspect de charge mentale pendant que tu exerces. Hmm. Il y a également, surtout au moment de la deuxième opération, en fait, un vrai doute sur est-ce que je pourrais véritablement faire ce métier dans la mesure où la deuxième opération était, c'est un peu une tentative de ma chirurgienne de justement de me permettre d'avoir une vraie motricité, mais avec le gros doute, si ça ne marche pas, on te met une plaque et tu n'exerceras plus. La charge a été aussi, est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix de poursuivre, Mhm. est-ce que je suis pas complètement tarée et que je pourrais pas bêtement retourner devant un ordinateur comme je faisais si Ouais. bien avant en Mhm. fait. Ok. Mais je suis un peu obstinée donc je continue. Ouais. C'est une très bonne chose. Et en parlant d'obstination, tu vas même plus loin puisque j'ai cru voir que pompier volontaire, enfin voilà, tu vas au bout des choses. Explique-nous un petit peu ce poste que j'ai vu passer sur le fait de s'engager en tant que pompier volontaire. Alors, pour le moment, je le suis pas encore, Mhm. mais effectivement, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Et je me dis que maintenant je suis divorcée avec mon fils 1 semaine sur 2, et donc 1 semaine sur 2, j'ai du temps que je pourrais D'accord. consacrer aux autres plutôt que simplement travailler sans fin dans mon atelier. Et donc j'ai passé les sélections pour être pompier volontaire. On n'imagine pas, mais c'est super long. Donc il y a des épreuves physiques, il y a des entretiens, etc. Donc normalement, toutes ces étapes ont été franchies avec succès, malgré mon incapacité à faire des tractions, mais apparemment. Je pense que tu dois pas être la seule. J'ai vu certains pompiers dans ma carrière. Il y en a certains, je les ai jamais imaginés être capables de faire des tractions, hein, voilà. Donc, pas te... Disons que c'est dans les épreuves, après c'est normal, Oui. mais voilà. Donc là, pour le moment, j'attends la validation du médecin Ok. euh, pour, euh, pour avoir l'autorisation ou pas de devenir pompier volontaire, sachant que justement les séquelles sur ma main sont de mon côté une sorte de voilà d'épée de Damoclès, il faut Oui. voir. Ok.
Ok, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si tu l'es pas, bravo, rien que pour l'état d'esprit et le fait de vouloir donner du temps aux autres. J'applaudis vraiment des deux mains. C'est vraiment à chaque fois, je l'ai fait dans un des épisodes hein, avec Christophe où j'ai parlé des pompiers de Paris, où il y avait son fils qui s'engageait aussi dans les pompiers de Paris. Donc voilà, moi je dis toujours un grand, grand, grand bravo à ces personnes qui s'engagent pour les autres. Pour terminer, c'est quoi l'avenir pour ton métier, pour toi, sachant qu'aujourd'hui on a parlé de déboucher auprès de clients particuliers. Est-ce que demain il n'y aurait pas la possibilité d'avoir d'autres débouchés? Alors, des possibilités, il y en a toujours plein. Mhm. Non, ma priorité pour le moment est justement de pérenniser mon activité, surtout en tant que maman solo. Donc, Mhm. c'est forcément d'autres contraintes. Donc, l'avenir, il va être plutôt d'être sûr que mon activité me permette de vivre Mhm. correctement, même si c'est un métier de niche. Et c'est vrai que si je réfléchissais à beaucoup plus long terme, et si je me voyais en mode bisounours superwoman, euh, il y a une chose que j'aimerais à terme faire. Je me suis rendu compte lors de ma formation ou des échanges avec d'autres confrères que c'est pas parce qu'on est le meilleur qu'on va avoir un atelier qui tient. Et je trouve ça terrible que beaucoup des gens, des personnes qui ont appris avec moi la reliure, étaient techniquement bien meilleures que moi au moment du passage UCAP. Sauf que je suis la seule, sauf erreur de ma part, parce que j'ai un doute pour une, je suis la seule à avoir mon atelier 5 ans après. C'est pas parce que j'étais meilleure, c'est juste peut-être que j'ai un peu plus les épaules pour tenir un atelier, je suis un peu plus folle ou ce qu'on veut. Et en fait, mon rêve à quelques années, ce serait de pouvoir justement offrir la possibilité à quelqu'un qui a les compétences techniques de devenir relieur salarié. Parce qu'en Alsace, il y a quasi pas de place en salarié. Ok. Donc, si tu Mhm. entames cette reconversion, c'est que tu sais que tu vas créer un atelier. Sauf que c'est pas les mêmes compétences, quoi, qui sont demandées. Ouais. Je vais faire un clin d'œil à deux personnes que je connais, mais que je ne citerai, enfin, je citerai pas parce que je veux pas interférer dans le truc, mais je leur partagerai le podcast pour eux. Mais effectivement, ils m'ont partagé aussi parce qu'ils se mettent à travailler avec des artisans d'art et ils se rendent compte en fait qu'il y a un vrai savoir-faire. Il y a des vraies demandes, mais le problème de l'artisan d'art, a priori, de ce que j'ai entendu de leur bouche, c'est que il ne sait pas se vendre parce que la plupart du temps des artistes et donc ils ont pas cette fibre là de se vendre et donc je pense que il faut applaudir des deux mains quand on voit certains endroits où on peut avoir des débouchés. Et j'ai souvenir de ce reportage où on montrait, parce que c'est souvent l'antipode de l'artisanat si on réfléchit bien, où on montrait Disneyland Paris, où on montrait que en fait c'était un des endroits où il y avait des belles débouchés pour des artisans d'art parce que le château de la Belle au Bois dormant, il y a de la verrerie de haut niveau en termes de couleurs, etc. Tout le monde ne sait pas faire. Du travail à la feuille d'or, etc. Donc, faut aussi des fois un peu ouvrir les yeux, je pense, pour voir que on en a dans notre quotidien, mais pas à tous les endroits, et c'est pas toujours visible, et c'est pas forcément des endroits que du luxe, c'est aussi des endroits où on a envie de montrer du beau. Donc je pense que tu as raison, il y a aussi un côté, c'est pas toujours le savoir-faire qui va faire la différence, c'est aussi la capacité à se montrer et à être au bon endroit au bon moment. C'est ça. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je poste beaucoup sur LinkedIn, Mhm. Instagram, etc. Mais je me dis dans un sens que si par un seul de mes posts, je peux inciter quelqu'un à franchir la porte d'un atelier, pas nécessairement le mien, Mhm. mais juste à se montrer curieux, à aller voir un artisan d'art, mais en fait, moi, j'ai tout gagné. Ouais. Parce que c'est des savoir-faire qui sont rares, qui sont précieux. On peut ils peuvent être oubliés si on n'y prend pas garde parce que on est
on est pressé, il y a l'ultra-consommation, il faut aller vite, etc. Alors que nous, on est dans des métiers lents Oui. Non, mais et un peu hors du temps. vraiment, tu mets le doigt sur un sujet qui me parle en plus à titre perso. Tu le sais, puisque tu as vu passer mon projet sur Votre histoire est un cadeau, mais tu as 2000 fois raison. Si on ne fait pas attention, dans 10-15 ans, on aura perdu beaucoup de savoir-faire et on l'a déjà fait, puisqu'il y a déjà beaucoup d'artisans qui sont partis à la retraite sans transmettre. Et moi, je trouve que c'est tellement triste de dire qu'il y avait des gens avec leurs doigts qui savaient faire des choses, et aujourd'hui, ça s'est perdu, et on essaye de le réapprendre, mais l'expérience de 15, 20, 30 ans de manipulation de certains objets, tu l'apprends pas comme ça en quelques jours. Donc tu as 1000 fois raison. En plus, quand tu parles à côté de ça, au-delà de l'artisanat, tu parles de ce côté, le livre de grand-mère que je transmets, le livre d'une édition que je veux transmettre à mes petits-enfants ou autres. Pour moi, cette valeur sentimentale, elle n'a pas de prix, quoi. Elle n'a pas de prix, donc... Je peux que être heureux de t'avoir reçu sur le podcast pour parler de ça et aller dans ton sens, que de dire peu importe quel atelier, mais au moins que les gens se disent tiens, au lieu d'en acheter 10, je vais en acheter un, mais ça sera un beau, quoi. Ou au lieu de le jeter, je vais peut-être essayer de le faire réparer. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont plus réparables, mais quand ça peut l'être, autant le faire, quoi. Exactement. Écoute Cécile, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire parce que c'est ton podcast et c'est toi qui es mise en lumière, donc si tu as envie de parler, n'hésite pas. Moi je pense avoir fait le tour et je pense qu'on a parlé de ton parcours, mais il peut y avoir un sujet sur lequel tu as envie de passer un message, il peut y avoir un appel à certaines choses, il peut y avoir bientôt dans les mois à venir des événements ou des manifestations que tu as envie de partager, donc le micro est à toi. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas trop d'autres messages. éléments. Ouais, non. Et donc, non, mais sois pas désolé, c'est au contraire, c'est si jamais tu avais eu d'autres choses et qu'on n'avait pas pu parler, mais là on a bien raconté plein de choses, donc moi ça me plaît énormément. Je voulais, moi, te remercier et te donner juste ce petit moment de recul que je fais non pas en off, mais cette fois en on, pour te dire à quel point je suis content de t'avoir reçu et que tu étais ultra, ultra légitime. On a parlé de sujets qui sont malheureusement pas souvent mis en lumière, et ça fait partie du sens que je veux donner à Allez, vas-y, c'est de mettre en lumière les belles actions ou les gens qui agissent au moins, parce que on parle beaucoup des gens qui râlent, on parle beaucoup des gens qui font des choses pas très intelligentes, on parle beaucoup des choses négatives, et les choses positives, elles restent dans un coin. Donc merci d'avoir accepté de venir dans le podcast. Merci à Stéphane d'avoir été un petit peu un acteur dans ta présence sur le podcast. Donc merci beaucoup. Merci à toi aussi pour ta patience et détermination à me faire croire que je suis légitime, mais en tout cas c'était un plaisir de participer. Même au bout, je suis toujours pas légitime. Ok. Et je suis obstinée. J'avais compris, j'avais noté. En tout cas, merci beaucoup et au plaisir merci à toi. De parler de la suite, de savoir d'ici un an où tu en es. On se fera un petit podcast update comme j'aime bien faire de temps en temps. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez, vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez, vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.